Bienvenue à Connecting 2021, nouvelle année, nouvelle vendange. On a décidé de démarrer, même si on pense que tout le monde n'est pas encore tout à fait arrivé, mais c'est juste pour ne pas prendre de retard sur notre programme qu'on a souhaité charger et on espère de grosse qualité pour cet après-midi atelier. Nous allons laisser rapidement la parole à Émilie, qui anime la table ronde pour le lancement de cette édition 2021. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Oui, déjà nous présenter. Tu t'es pas présentée, Fabienne. Alors, je vous présente Arnaud Rantenier. Donc moi, je vous présente Fabienne Le Gallio de la CCI. Donc voilà, on est co-organisateur du Connecting. On est évidemment ravis de vous retrouver pour cet après-midi. Donc on va commencer par la table ronde très rapidement. Puis ensuite, vous avez le programme d'atelier, la conférence à 19 h. Et on espère que vous allez apprécier ce programme qu'on a concocté avec beaucoup de soin. Et j'espère peut-être du talent même, on ne sait pas. Voilà. Vous nous direz ça après. Voilà. En tout cas, voilà. Donc on vous souhaite une très bonne après-midi et on laisse la parole à Émilie. Merci à vous. Alors bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est finalement un retour au présentiel pour le Connecting Lorient 2021, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc cette table ronde, elle va nous permettre d'activer cette journée, cette édition, qui va traiter du numérique et de l'impact du numérique sur le recrutement et également sur la formation. Et donc, durant cette table ronde d'introduction, on va parler pendant 45 minutes des stratégies qui sont mises en place par les entreprises pour former, mais également pour recruter les talents d'aujourd'hui et de demain. Alors, pour échanger sur cette problématique qui est assez chaude en ce moment, hein, puisque on est assez content, il y a une belle reprise économique, mais le pendant de cela, c'est que, en effet, il y a une petite tension sur les recrutements. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger et ensemble, on va tenter de trouver des solutions. Donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Hélène Bélanger, donc directrice de l'école 301 à Rennes, Cyril Marchal, donc chef de projet ADN Bretagne, et Véronique Gendreau. Véronique, tu es donc conseillère entreprise, appui RH, CCI Morbihan. Tu vois, je ne dis pas de bêtises. Je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres. Si tu veux commencer, Hélène. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Hélène Bélanger. Je suis directrice de l'école 301 qui est basée à Rennes, qui est cofondée par Klaxoon, MV Group et HelloWork. Donc Klaxoon qui est un outil collaboratif qui est aujourd'hui commercialisé partout dans le monde. HelloWork qui est une plateforme d'emploi-formation très implantée en France, et MV Group, qui est une agence de stratégie digitale. Et tous les trois sont confrontés forcément à un recrutement tendu, tant au niveau des associés que des partenaires. Donc, je vous expliquerai quelle stratégie on a mis en place pour recruter les meilleurs talents. Bonjour, Cyril Marchal, chef de projet ADN Bretagne. Je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation à Audelor et à Comémédia et à la CCI 56. Donc rapidement, ADN West, c'est un réseau d'entreprises et d'écoles du numérique, 650 entreprises et écoles du numérique sur Pays de la Loire-Bretagne, qui collaborent à la fois sur les territoires, ADN 56, ADN 35, ADN 29, ADN 44, sur les 9 départements, et aussi à travers des communautés de sujets experts, donc cyber, data, stratégie digitale, numérique responsable, santé et management. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans un premier temps les chiffres qu'on a via notre enquête, via l'Observatoire régional des compétences du numérique, avec les grands chiffres de l'emploi et de la formation en Bretagne qu'on édite chaque année. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Véronique Gendreau, donc conseillère RH, appui RH à la CCI du Morbihan. Donc, CCI du Morbihan que vraisemblablement vous connaissez tous, institution au service des entreprises qui contribue au développement économique du territoire et de l'emploi, puisqu'on va parler emploi-recrutement. Donc, ma mission, en fait, depuis maintenant 15 ans, c'est d'accompagner les petites et moyennes entreprises sur la structuration de la fonction RH. Toutes ces entreprises qui n'ont pas la taille suffisante pour avoir un service RH à part entière, mais qui pour autant ont des besoins sur les sujets RH. Et plus particulièrement, depuis maintenant 2018, avec cette montée en puissance des besoins de recrutement, eh bien, un accompagnement des entreprises sur le volet recrutement au travers
d'un programme qui s'appelle GIRH, Gestion inclusive des ressources humaines, financé par la région Bretagne et qui est piloté donc par la CCI, par Mes Soins, en collaboration avec tous les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et la PEC également, mais plein d'autres acteurs. Voilà. Merci à tous. Mais du coup, on va commencer par toi, Cyril. Tu vas un peu nous faire le constat et ça va nous permettre d'avoir quelques informations, quelques insights sur l'emploi dans le numérique sur le territoire breton, bien évidemment. Ok, donc merci. Déjà, depuis une dizaine d'années, ADN Ouest met en place une enquête annuelle sur les besoins, emploi et compétences du numérique sur les Pays de la Loire et la Bretagne. C'est environ 45 questions et 600 réponses d'entreprises, 300 Pays de la Loire, 300 Bretagne. Elle se déroule chaque année en novembre-décembre. Donc les mails pour les DRH et les DSI et les directeurs devraient bientôt arriver pour vous solliciter sur l'enquête. J'en profite pour faire une petite pub. Voilà, donc on arrive à des chiffres là. Ces chiffres-là, on a mis du temps à les sortir. En Pays de la Loire, ça fait à peu près une dizaine d'années que cette enquête est en place. Ça fait 4 ans en Bretagne. Et pour la première année, en 2020, on a sorti ces chiffres. Donc le chiffre à retenir là, c'est 75 000 emplois. C'est le nombre d'emplois dans le numérique en Bretagne. Ça représente 5,5%, 5,6% des emplois. Et donc ça, c'est l'équivalent du secteur du tourisme. Voilà. Et donc quand on regarde un petit peu la composition de ces emplois, on voit d'emblée un chiffre important, 8 700 entreprises utilisatrices. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise utilisatrice? C'est toutes les entreprises qui ont un service numérique, une direction de services informatiques en règle générale, qu'elles soient petites ou grosses, et qui utilisent le numérique au quotidien. C'est en fait tous les secteurs, bâtiments, transport, industrie, administration, agro-agri en Bretagne qui est très développé. Donc, premier constat, c'est qu'on se rend compte que 900 prestataires d'un côté, 900 entreprises prestataires qui sont les professionnels du numérique, c'est les établissements de services numériques, c'est les cabinets conseils, télécommunications, voilà, tous les acteurs qui fabriquent le numérique. D'un côté, 900 prestataires et 8 700, 9000 entreprises utilisatrices. Ça, c'est le premier constat. Donc forcément, 51 000 salariés du côté des entreprises utilisatrices, ça représente les 2/3 des emplois dans le numérique. Donc en général, quand on réfléchit numérique, on se dit plutôt, c'est plutôt les professionnels du numérique. Et en fait, non, le bassin d'emploi le plus important, c'est chez les utilisateurs. Donc, comme je disais, dans les médias, dans le transport et dans pas mal d'autres secteurs. En tout, 75 000 emplois, effectivement, avec 50% de ces emplois qui sont basés sur l'Ille-et-Vilaine et plus particulièrement sur Rennes Métropole. Ça, c'est un chiffre qui est consolidé depuis à peu près 3 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire rapidement parce que les chiffres, c'est sympa, mais c'est surtout ce qu'on va en dire derrière qui est le plus important. Sur les recrutements, on se rend compte qu'en 2019, vraiment, il y avait des fortes tensions sur le marché de l'emploi, notamment sur des profils techniques, numériques. Donc, 9300 recrutements. Sur la Bretagne en 2019, beaucoup moins en 2020, on connaît les raisons, c'est pas qu'il y avait moins de propositions, moins de contrats signés par les entreprises, mais qu'il y avait beaucoup plus de difficultés à accueillir des personnes. Donc forcément, il y a une chute du recrutement et puis une instabilité, un manque de visibilité sur la situation. Donc moins de recrutement. On a fait cette enquête en novembre 2020, donc là les chiffres actuels vont bientôt arriver en début 2022. À l'époque, les entrepreneurs dirigeants se projetaient sur une baisse des recrutements en 2021. Et en fait, on se rend bien compte que ce ne sera pas du tout le cas. On imagine que ça va plutôt être retour sur les chiffres 2019, voire même une hausse par rapport aux chiffres de 2019. Ça, c'est un peu ce qu'on anticipe, c'est ce qu'on voit au quotidien, d'où ces fortes tensions sur le recrutement des profils techniques numériques. Alors donc, effectivement, malgré une accélération de la digitalisation et de l'économie et de la société, on remarque qu'en 2020, il y a quand même une baisse de 30% de recrutement. Même si, en l'occurrence, les entreprises prestataires ont plus recruté que les entreprises utilisatrices. Les entreprises prestataires ont accueilli plus de personnes, elles ont à peu près créé 1000 emplois en Bretagne en 2020.
Donc les principaux postes sur lesquels les entreprises prestataires ont recruté, on le voit en période, donc c'est toujours la même chose, forcément les postes techniques dits de programmateurs ou développeurs sont les plus recherchés. En période de crise, la fonction support a été super importante, hein, c'est toutes les personnes qui accompagnent à la prise en main des outils techniques. Donc forcément, quand on passe tout le monde du télétravail en une semaine ou en quelques semaines, forcément, ça demande beaucoup d'accompagnement, donc beaucoup de recrutement sur ce sujet-là. Et puis, en période de crise et d'instabilité, la communication est importante, le marketing et le développement commercial. Donc ça, c'était vraiment les 4 postes sur lesquels les fonctions étaient le plus recrutées. 90% des recrutés viennent de Bretagne. Voire même, la plupart, dans ces 90%-là, elles viennent même de leur département. Elles sont d'origine, par exemple, sur les entreprises qui ont recruté dans le 56, on a eu à peu près 70 réponses d'entreprises du 56, donc ça nous donne une petite photographie. 90% venaient du 56. Donc ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'on forme bien en Bretagne, puisque les personnes recrutées viennent des départements où elles ont été formées. Et puis forcément, ça veut dire aussi que on préfère recruter local. Hein. Ça, c'est une marque de fabrique de la Bretagne. En l'occurrence, en Pays de la Loire, pour vous donner des chiffres, ça c'est plutôt 70% des personnes recrutées en Pays de la Loire viennent de la région. Ils font beaucoup plus appel à des profils extérieurs, beaucoup parisiens. Ce qui n'est pas encore le cas en Bretagne, même si ça se développe de plus en plus. Ce qui manque le plus en compétences aux juniors sont les soft skills. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans chaque enquête. On demande quelles sont les compétences qui manquent le plus aux juniors que vous accueillez dans vos entreprises. Et à chaque fois, dans les soft skills, c'est des compétences simples, qui sont des compétences de communication orale et écrite, et puis aussi la maîtrise des méthodologies agiles. Puisque dans ces entreprises-là, on le sait, on travaille beaucoup en mode projet, avec une collaboration de différentes fonctions sur un projet. Donc c'est hyper important dans la pédagogie des organismes de formation et des écoles de travailler, d'intégrer ça et de pouvoir travailler en mode projet pour préparer les personnes à vraiment s'activer directement dans l'entreprise. On remarque aussi, malgré depuis ADN travaille le sujet depuis au moins une dizaine d'années, il y a plein d'acteurs en Bretagne et dans l'Ouest qui travaillent sur le sujet de la reconversion. On incite les entreprises à aller vers des profils juniors et aussi des profils de personnes en reconversion, avec tout ce que ça entraîne. Et malgré tout, on a encore le discours aujourd'hui de pas mal d'entreprises qui nous disent oui, mais moi ce que je veux avant tout, c'est quelqu'un qui a un bac plus 5 et 10 ans d'expérience. Donc on se bat au quotidien contre ça, parce qu'en fait, quelqu'un qui est junior ou quelqu'un qui est en reconversion peut vraiment avoir des résultats super performants rapidement. Voilà, pour terminer juste sur les recrutements, il s'était positionné sur 3 ans à dire que de toute façon, il pensait que, vu le nombre de demandes et l'explosion du numérique dans les entreprises et dans la société en général, que les chiffres seraient plus favorables. On verra bien comment ils seront en 2021. Malgré la crise, il y a eu quand même plus 20% d'alternants d'accueillis et surtout plus 20% de stages. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. En général, on entend beaucoup de stagiaires qui galèrent pour trouver des stages accueillants, sauf quand on a une super école qui nous accompagne et qui a le réseau. Mais ça, c'est toujours une problématique pour les étudiants. Bon, il y a quand même eu plus 20% de stages accueillis en 2020, et puis plus 20% d'alternance, on pense que c'est essentiellement dû à l'apport financier, enfin au dispositif d'aide à l'accueil d'alternants qui a été monté à partir de septembre 2020. Moins de formation, oui, les équipes des entreprises numériques étaient vraiment à fond. On a peu recruté dans cette période, donc moins de temps pour aller se former, même si on a besoin vraiment dans ce milieu de réactualiser nos connaissances chaque année, voire même chaque semestre. Je termine sur le dernier slide pour ne pas vous assaillir trop de chiffres, mais donc faire un focus mixité, parce que c'est quand même super important. Il y a une association qui s'appelle Estime Numérique qui travaille très bien le sujet en Bretagne. Nous aussi, on travaille avec eux sur ce sujet-là, puisque voilà, la mixité dans notre secteur est vraiment très faible. Seulement 23% des effectifs dans le secteur numérique, donc ça veut dire que 23% des femmes qui travaillent, 23% des effectifs du numérique sont des femmes.
c'est un peu mieux que les chiffres nationaux. On entend souvent 15%. Bon, on remarque qu'en 2019, on était à 22%. Peut-être qu'il y aura une amélioration en 2021, on l'espère. Seulement 23% de femmes embauchées, donc c'est en hausse, mais c'est toujours pas assez. Et alors un chiffre qui est très mauvais, c'est 17% de candidatures féminines. Voilà, on imagine bien, nos dirigeants et dirigeantes nous disent, nous, c'est pas qu'on veut pas employer de femmes, c'est justement qu'elles ne postulent pas assez sur les postes qu'on a à pourvoir. Bon, on remarque quand même qu'on avait plus 5%, mais d'une année sur l'autre. Voilà, il faut prendre ça quand même entre guillemets, et puis voir si ça se confirme. Et les autres chiffres que j'ai sur la non-mixité des femmes, c'est que 75% des femmes sont sur des fonctions ressources. On dit souvent fonction support, mais c'est quand même un terme qui est quand même pas très gracieux. Donc fonction ressources, le marketing, la RH, voilà, l'admin, toutes ces fonctions-là qui sont transversales dans l'entreprise. 27% d'étudiants en cursus mathématique et numérique. 27% d'étudiantes, voilà, on voit bien aussi. Je discutais encore avec une école bien connue ici, pour ne pas la citer, l'ENSIBS, qui, sur une promo de licence cybersécurité, a 86 étudiants, dont 84 étudiants, dont 6 filles. Voilà à peu près la proportion. On en parlait dans la voiture aussi, tu as des chiffres aussi de l'époque d'Epitech, voilà, qui sont bon, pas assez de femmes qui se forment, donc forcément pas assez de femmes qui postulent sur ces postes-là. Et puis dans la cybersécurité, c'est encore pire, puisque c'est que 11% des femmes. J'étais à la European Cyber Week ce matin, où 90% d'hommes autour de moi. Et puis 9% de start-up seulement dirigées par des femmes. Voilà, le constat il fait que il y a beaucoup de choses à faire, et on va en discuter juste après, puisqu'on apporte chacun un peu de solutions. Merci Cyril. Donc le bilan, donc concentration de l'emploi du numérique en Ille-et-Vilaine finalement, une mixité assez approximative, mais on espère en devenir, 23% de femmes. Hélène, tu vas nous en parler. Peut-être que dans tes promos, tu me disais que tu étais un peu plus de 50% de femmes. Une hausse des alternants, donc c'est bien parce qu'on met un peu plus les mains dans le cambouis, hein, même si ça a été drivé par des aides de l'État, c'est quand même, la fin justifie les moyens pour le coup. Et puis ce fameux déficit en soft skills qui est quand même intéressant, hein. Les soft skills, tout le monde est bien à l'aise avec ces notions-là, hein. On parle vraiment de l'intelligence relationnelle, les capacités de communication, le caractère, les aptitudes interpersonnelles. Donc quand il s'agit de gestion de projet, communication écrite, orale, et puis aussi, les échanges, c'est vraiment des traits de caractère qui vont nous être importants et que, bien évidemment, on peut toujours travailler. Hélène, je me tourne vers toi. Tu es de l'autre côté de la barrière, donc toi, tu les prépares. Déjà, j'avais envie que tu expliques un petit peu la genèse de l'école, parce que c'est quand même un projet un peu différent des autres. Et puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, finalement, l'école est devenue une solution en fait à ce déficit de talent. Donc je te laisse nous expliquer tout ça. Merci Émilie. Effectivement, l'école a été créée donc par 3 grosses entreprises qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, Klaxoon, HelloWork et MV Group, qui sont en recrutement tendu et constant, et qui, en 2017, ont décidé de s'associer pour créer l'école 301. Donc l'école 301, c'est l'école dans l'entreprise. On a la chance d'avoir des locaux qui sont au cœur du bâtiment du Digital Park de MV Group. On a des formateurs qui sont tous experts en poste, donc qui font partie des 3 entreprises associées. On travaille exclusivement sur des projets de stratégie réelle d'entreprise et d'association. Et effectivement, on travaille beaucoup les soft skills pour intégrer au mieux dans les entreprises et qu'il n'y ait pas de différence entre l'école et l'entreprise. Donc, on a des prérequis techniques qui sont très élevés sur ces entreprises-là. On ne les trouvait pas dans les cursus scolaires traditionnels. Donc, on les a montés ensemble et réfléchis ensemble. Et aujourd'hui, on arrive à alimenter ces 3 entreprises associées et nos entreprises partenaires qui sont très nombreuses en talents qui sont déjà formés dans le digital, donc à partir du bachelor, du master. Et on crée même aujourd'hui des formations sur mesure pour les entreprises en fonction du besoin des entreprises.
Donc finalement, quand tu parles de prérequis très élevés, tu parlais par exemple du référencement sur Google, référencement naturel, référencement payant, qui vont être des matières qui vont être retravaillées sur donc ton cursus de chef de projet digital, c'est bien cela ? En fait, on a un cursus de chef de projet digital qui est assez global, qui englobe donc la création de sites et les 3 grands leviers d'acquisition, SEO, SEA, social media. Et on les décline en formations qui sont très spécialisées. Donc, on va réaliser des formations pour des entreprises partenaires, notamment pour Humans, qui fait partie de MV Group, qui me demande 12 référenceurs naturels, 12 référenceurs payants. Et donc là, on va créer des formations qui sont spécifiques et silotées sur ces expertises. On le fait aussi sur le digital, mais on le fait aussi sur des entreprises de commerce, par exemple, qui ont besoin d'avoir justement des directeurs de clientèle ou des conseillers clientèle liés à des applications digitales, et qui ont besoin d'avoir à la fois ces notions digitales et ces soft skills très fortes que nous, on a effectivement dans l'école. Moi, ce que j'aime bien, c'est le changement de paradigme, puisque finalement, c'est l'école qui travaille pour les entreprises, pour leur garantir des talents qui eux-mêmes vont créer de la croissance, partant du postulat que la pénurie de talents, elle crée un ralentissement en fait, de la croissance. Tout à fait. En fait, le cercle, il est hyper vertueux, et c'est ce que je disais à Cyril aujourd'hui. En fait, on n'a pas un organisme de formation pour faire du business de formation. On a un organisme de formation qui doit vivre à l'équilibre et alimenter les entreprises associées et partenaires qui, elles, vont faire du business avec nos talents. Donc les valeurs, elles sont plutôt modernes, novatrices, et j'espère qu'elles inspireront d'autres pour pouvoir alimenter demain les entreprises du territoire. Oui, parce que c'est ce que tu disais, que finalement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, sur certains métiers, notamment liés au levier d'acquisition de trafic sur Google, les écoles sont... Enfin, voilà, il faut encore optimiser en fait, les programmes pour matcher vraiment avec les besoins des entreprises, notamment des agences en fait, digitales qui ont des exigences assez élevées, quoi. Aujourd'hui, dans les métiers du digital, on a des prérequis techniques et de soft skills qui sont effectivement très élevés. Et comme disait Cyril, il y a une mise à jour qui doit être constante. Et donc, le fait d'avoir des formateurs qui sont tous experts en poste, ça nous permet d'avoir un niveau d'expertise délivrée qui est très élevé, avec des gens qui travaillent des stratégies digitales au quotidien. Et c'est vrai que malheureusement, les organismes de formation traditionnels n'ont pas forcément ces ressources-là. Donc moi, avec les 3 entreprises associées, j'ai aujourd'hui 90 formateurs qui sont à disposition dans le bâtiment et qui permettent d'avoir un contact direct avec les apprenants. Donc on fait très peu de distanciel, beaucoup de présentiel pour pouvoir immerger nos apprenants dans la communauté et que demain, quand ils l'intègrent, ils ne soient pas étonnés par les valeurs et ce qu'on peut, et les métiers. Oui, pas de choc de culture en fait. Ok, ça marche. Je vais me tourner vers Véronique. Alors Véronique, toi, tu représentes un peu plus le service semi-public, etc. Donc vous, Véronique, à la CCI, vous accompagnez les entreprises à donner envie, finalement, dans des stratégies de marque employeur. Alors c'est peut-être un terme galvaudé, mais en effet, vu la difficulté en fait à laquelle sont confrontées les entreprises pour recruter, viennent en fait des stratégies de marque employeur, donc pour recruter des talents. Qu'est-ce que vous proposez et comment l'accompagnement se passe du coup, Véronique, concrètement ? Donc effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure du programme GIRH. Donc c'est vraiment des actions qui sont comprises dans ce programme que nous avons vraiment construit de toutes pièces en fonction des besoins du terrain, des entreprises. Donc en fait, l'objectif, on s'était rendu compte, on se rend compte depuis 2018 notamment qu'il y a une tendance inversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont les entreprises qui doivent séduire en fait les candidats et non plus trop l'inverse. Et donc du coup, face à ça, on a proposé à ce qu'il y ait différentes actions qui soient mises au service des entreprises et qui intègrent une partie du digital. Alors la première, c'est ce qu'on appelle l'escale métier, nous on l'a baptisé comme ça. Ce sont des opérations en fait de job dating qui sont mises en place avec les partenaires de l'emploi, où là nous réalisons une capsule vidéo du métier recherché par l'entreprise, où nous allons diffuser en fait au travers d'un plan de communication digitale par les réseaux sociaux et presse pour diffuser de l'information, puisque nous savons qu'en fait l'information en fait passe par ce canal-là. Et donc l'idée, c'est de communiquer grand public en fait sur les besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est une première action qui
où là, la CCI coordonne avec le soutien de la région Bretagne, hein, qui s'est vraiment investie sur le volet de l'emploi et qui avait conscience qu'il y avait un soutien à apporter aux entreprises là-dessus. Et l'idée, c'est que la CCI puisse en fait coordonner tout le travail avec tous les acteurs de l'emploi, puisque bien entendu, le vivier des demandeurs d'emploi, c'est pas la CCI qui le détient, hein, ce sont les acteurs de l'emploi que nous connaissons. Et donc d'aller chercher ce public-là pour les rapprocher en fait du monde de l'entreprise au travers d'une visite d'entreprise et également un entretien avec le chef d'atelier. Voilà, moi j'ai vraiment incité l'entreprise à ce que y ait vraiment cette proximité du chef d'atelier pour que le candidat puisse être au plus près du métier qu'il va pouvoir potentiellement occuper demain. Voilà, donc c'était cette relation. Nous avons aussi, donc, deuxième étape, c'était la marque employeur. Parce que effectivement, les difficultés de recruter, c'est une chose, mais vivons heureux, vivons gâchés, ça ne fonctionne plus. Hein. Pour le recrutement, il faut typiquement faire parler de soi. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en place l'accompagnement marque employeur, en proposant aux entreprises un accompagnement sur 3 jours, 6 demi-journées, dans l'objectif de travailler sur c'est quoi ma ligne éditoriale, comment je suis perçue de l'extérieur, comment j'intègre en fait la vidéo dans ma démarche on va dire d'accompagnement marque employeur au sein de l'entreprise. Donc en fait l'objectif c'était d'accompagner les entreprises sur la réalisation de vidéos, de capsules vidéo en autonomie. Voilà, donc vous avez l'IO Production qui est une partenaire qui travaille avec nous sur ce sujet-là, qui est présente cet après-midi et qui effectivement nous accompagne là-dessus. L'APEC aussi travaille qui ont beaucoup travaillé sur les sujets de marque employeur, notamment auprès de leur public, sachant que ce qui est vrai pour le public cadre est vrai aussi pour le public, on va dire, même ouvrier, opérateur de production ou technicien. Donc l'objectif, c'était vraiment d'aider ces entreprises de taille moyenne à se doter d'une organisation ou d'une méthode pour faire plus parler d'elles, pour valoriser leurs atouts et pour aussi mobiliser leurs équipes comme ambassadeurs. Parce que bien souvent, en fait, à défaut d'aller trouver des candidats sur le marché qu'on a du mal à trouver, c'est aussi finalement de solliciter les contacts internes pour qu'eux-mêmes ils puissent, on va dire, tisser la toile autour d'eux. Voilà. Oui, on parle d'employé advocacy, hein, c'est un terme un peu barbare, mais c'est comment les employés peuvent devenir en effet ambassadeurs des entreprises. Ce qui m'interroge aussi, c'est la capacité en fait de ces entreprises qui ont parfois du mal en fait à se vendre. Et là, on arrive dans des problématiques de communication, d'image, de rayonnement. Tu disais qu'en effet, vous alliez les aider à valoriser leurs atouts, à se digitaliser. Et puis également, l'enjeu, c'est de rendre autonomes en fait les entreprises sur leur prise de parole. Et tu parlais également du binôme à créer entre les ressources humaines qui ne sont pas forcément formées à ces mécaniques de communication et qui pourtant finalement doivent rendre des comptes et recruter, et versus en fait des services communication qui eux sont potentiellement plus à l'aise avec les outils. Effectivement, nous sommes à notre 3e session d'accompagnement marque employeur, donc à la CCI au travers de ce programme. Et dès la 2e session, nous nous sommes rendus compte que malgré tout, mettre en place une démarche marque employeur au sein de l'entreprise, même aussi simple qu'elle puisse être, notamment en intégrant la vidéo par des petites capsules, la réalisation de petites capsules vidéo, ça supposait quand même avoir un peu de ressources et que généralement, le recrutement, effectivement, ça repose sur la fonction RH, mais que la partie digitale, communication, choix des réseaux, comment je diffuse, parce que faire de la vidéo, c'est bien, mais diffuser, c'est mieux quand même, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on communique et qu'on fait parler de soi. Et donc, on s'est rendu compte que il serait plus judicieux que l'entreprise puisse participer à cet accompagnement en binôme. C'est-à-dire que dès la 2e session, nous avons proposé à l'entreprise qu'elle puisse participer en binôme avec un contact RH, un contact communication marketing. Et vraiment, là, nous sommes à notre 3e session. Nous préparons la 4e pour 2022, qui est déjà, on va dire, presque complète, qui se remplit d'elle-même. Et en fait, c'est vraiment un pari réussi parce que ça crée une dynamique.
parce que créer une dynamique comme ça de marque employeur au sein de l'entreprise, c'est pas rien, parce que c'est pas forcément une culture, c'est pas forcément une priorité jusqu'à maintenant. Donc ça suppose aussi fédérer des collaborateurs, une dynamique au sein de l'entreprise. Et donc ça suppose quand même un petit peu de temps, un peu de ressources et d'énergie. Voilà. Donc à deux, on est toujours plus fort que tout seul. Il n'y a pas de secret. Oui, c'est pas faux. Je lisais des articles en fait sur la marque employeur. Alors au-delà de tout je dirais la définition un peu marketing qu'on en met, c'est aussi dire ce que l'on fait de bien en fait pour les salariés et également donner du sens. Je crois, Cyril, que tu voulais peut-être nous parler d'une entreprise qui s'appelle Digital for Better, c'est ça? Ok, je leur fais un gros coup de com' alors. Nous, on a un axe emploi-formation à ADN qui est assez développé. On travaille sur plein de projets différents. On intervient en direction des jeunes publics, en direction des personnes en reconversion et des personnes aussi professionnelles dans l'emploi de la formation pour inciter et expliquer, mieux communiquer sur ces métiers qui sont souvent un petit peu obscurs quand on est de l'extérieur. C'est vrai que le numérique a un côté immatériel qui n'est pas facile à rendre concret pour des gens qui sont issus de l'extérieur, et je pense que les entreprises ont vraiment un gros boulot aussi pour vulgariser. Ça, c'est le premier truc. Et la question du sens, effectivement, on voit bien que les jeunes générations se tournent vers des projets avec un vrai sens des valeurs fortes. Des projets à impact. Ouais. Des projets à impact positif, un projet avec des valeurs RSE qui sont vraiment appliquées. Moi, je pense donc Digital for Better, c'est une entreprise rennaise. Ils étaient 4 il y a un an. Ils sont 40 aujourd'hui, et je vois toutes les autres entreprises qui ont du mal à recruter des devs, des développeurs vraiment expérimentés et d'un niveau supérieur. Et eux, en fait, ils refusent des CV. La raison, elle est simple, c'est qu'ils développent des solutions pour réduire l'impact environnemental du numérique, et que ça attire beaucoup les jeunes générations qui se posent la question du sens, mais aussi des personnes en reconversion qui se reconvertissent parfois pour des bonnes raisons, pour avoir plus de sens dans leur travail au quotidien. Et je pense à une autre entreprise plutôt locale de Locminé, Béranger Cadoré de Stratosphère, qui n'a pas de problème pour recruter aussi ce même type de profil, là où des grosses entreprises qui ont moins d'appétence sur ces valeurs-là, ou en tout cas le mettent moins en avant, ont beaucoup plus de mal à recruter. Il y a beaucoup plus de turnover. Voilà. Oui, c'est très intéressant. C'est vrai qu'en effet, la question les critères de choix d'une entreprise ont vraiment évolué en fait ces dernières années, et que les arrivants sur le marché ne vont peut-être pas forcément prioriser la question du salaire, mais en effet la question du sens, de l'engagement, etc., de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et des valeurs aussi familiales, c'est-à-dire est-ce que j'ai du temps aussi à côté pour ne pas faire 75 heures semaine, mais peut-être que aussi je vais avoir du temps pour élever mes enfants, être présent à la maison. Le télétravail dans le numérique et sur certaines fonctions est vraiment possible, peut-être pas à 100%, mais en tout cas il s'est mis en place plus facilement que dans d'autres secteurs, c'est assez incitatif aussi. Et Hélène, du coup, tu le vois, ça, ce changement de motivation, tes étudiants, c'est quoi leur motivation? Qu'est-ce que tu sens? Nous, effectivement, nos étudiants, ils veulent intégrer des entreprises modernes qui travaillent effectivement des projets RSE, qui sont effectivement, qui ont des projets dédiés à la réduction de l'impact du digital sur l'environnement, qui travaillent sur la diminution de la fracture numérique dans les quartiers défavorisés, notamment à Rennes, qui travaille sur le green, sur le sociétal. Nous, on travaille avec, et dans cette même optique à l'école, puisqu'on décline ce que font les entreprises, on travaille sur des projets associatifs pour lesquels on développe des stratégies digitales que les associations n'auraient pas forcément les moyens de se payer. On développe des projets liés à la sobriété numérique avec des très grosses entreprises, comme aujourd'hui avec des startups. On travaille avec les entreprises du territoire sur ces sujets qui sont hyper importants pour nos étudiants et qui, en plus, vont retrouver ces thématiques demain dans leur métier. Merci Hélène. Du coup, juste pour finir, Véronique, est-ce que tu voulais rapidement évoquer ce que peut faire la région en fait pour les entreprises au niveau des projets financés, rapidement,
Il y a des entreprises dans la salle, autant que vous puissiez en profiter peut-être. Eh bien, déjà, en tout cas, je parle pour ce qui me concerne, ce qui concerne la CCI, donc le programme GRH, vraiment sur, vous avez des projets, des besoins de recrutement et vous avez envie d'avancer un petit peu sur ces sujets marque employeur recrutement. Quelle que soit votre taille d'entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'effectivement, c'est financé. C'est vraiment, on va dire, la région Bretagne en a fait une de ses priorités depuis maintenant 2 ans. Et on l'en remercie d'ailleurs. Et je dirais que là-dessus, tout est possible. L'idée, c'est aussi de pouvoir aider les entreprises, parce qu'évidemment, on parle du digital, on parle aussi de ces candidats. Aujourd'hui, on est face à ce public demandeur d'emploi qui se restreint, puisque le taux de chômage reste assez bas en Bretagne et notamment dans le Morbihan. Et donc, l'idée, c'est au travers de ces programmes, comment, en fait, on va aider les entreprises à accueillir un public peut-être plus éloigné, mais qui va pouvoir se former aussi à ces compétences digitales dont elles vont avoir besoin pour tenir un poste, quel qu'il soit, parce que quand même, peu importe les postes, de plus en plus, le digital intervient quand même sur une compétence essentielle. Et donc, nous mettons en place, en lien avec les acteurs Pôle emploi, Région Bretagne, des programmes de formation pour préparer en fait ces populations un peu plus éloignées à pouvoir se remettre en selle et apporter en fait, on va dire, de la valeur ajoutée à l'entreprise et pouvoir réintégrer. Parce que vraiment, moi j'y crois beaucoup, et depuis 2017 que nous avons un partenariat avec Pôle emploi précisément, mais aussi d'autres acteurs, Mission Locale et Cap Emploi, je crois beaucoup à ces histoires fabuleuses qui se mettent en place sur ce public qui demande qu'à finalement être remis sur les rails et à rejoindre une entreprise avec des programmes de formation courts, moins courts, peu importe, mais de toute façon qui s'adaptent aux prérequis, aux besoins de l'entreprise, mais aussi en fonction du niveau du candidat. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de très flexible qui donne bon espoir à ce qu'on puisse avancer et satisfaire les besoins de recrutement actuels. On l'espère. On va finir par une question prospective. C'était la question mystère. Demain, finalement, selon vous, comment nos talents du web notamment, seront-ils formés et comment les entreprises arriveront-elles à les faire venir? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? La question du sens, je vous donne des petites... la question du sens, le fait de communiquer sur ce qu'on fait, le fait d'avoir des modèles 100% en alternance, je ne sais pas, plein de solutions. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de soutien de la région, des OPCO, de Pôle emploi pour accéder à ces formations. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, les emplois dans le numérique et dans le digital sont accessibles à tous à partir du moment où on est bien formé. Je pense que la formation doit rejoindre aussi les valeurs des entreprises aujourd'hui et pas être dissociée. Donc je pense qu'il faut effectivement trouver des liens entre les différents partenaires, qui soient région, Pôle emploi, Atlas OPCO, les OPCO, et aussi les universités qui forment énormément d'étudiants à des cursus assez vastes et qui pourraient effectivement, qui ont besoin de se professionnaliser pour pouvoir rentrer dans nos métiers. Ils ont des super bases. Après, il faut leur mettre un peu de technique pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Moi, je compléterais pour mieux recruter ces entreprises, en fait, parce que il y a l'annonce, l'offre d'emploi, mais c'est pour ça que la marque employeur, c'était un peu le sens, en fait, qu'on voulait donner à ça, c'était de dire entreprises, petites et moyennes entreprises, que les grosses structures, elles ont des moyens pour communiquer sur leurs besoins. Et je focalise beaucoup sur les petites et moyennes, qui sont quand même, on va dire, mon portefeuille, et une majorité des entreprises dans le Morbihan, quand même. Et donc, de dire... faites transpirer ce qui se passe au sein de vos entreprises, vos besoins de recrutement, vos besoins, parce que en fait, une fois que tout ça circule, en fait, et mon Dieu que ça circule vite aujourd'hui, toutes ces informations, en fait, les candidats, ils captent l'information. Et aujourd'hui, c'est aussi de valoriser. On travaille en ce moment là-dessus, sur notamment le territoire. On a la chance d'avoir un territoire qui est quand même assez attractif. Et donc, du coup... nos entreprises peuvent aussi finalement cumuler ces bénéfices du territoire
en plus de ce qui se passe dans leur entreprise pour pouvoir capter des candidats, en fait. Donc, on a quand même des atouts à notre avantage ici dans le Morbihan pour pouvoir capter des bons profils. Et moi, je reviendrai sur le déficit de communication en direction, enfin, la difficulté à communiquer sur c'est quoi vraiment ces métiers du numérique, et donc inciter les entreprises à ouvrir leurs portes, à faire venir les familles des salariés, les enfants, à donner du temps à leurs salariés pour s'investir dans des associations type ADN West ou autres, à aller donner des cours à la fac, devenir formateur. Voilà, ça c'est de donner du temps en fait pour le récupérer. C'est ce que fait très bien des entreprises comme Mediaveil, MV Group. Et aussi, je pense qu'il y a un vrai défi, c'est les publics qu'on n'arrive pas du tout à toucher. C'est les publics des quartiers prioritaires, où il y a vraiment un gros bassin de personnes qui potentiellement pourraient vraiment venir travailler dans ces secteurs-là, mais qui ne se posent pas du tout la question. Il y a les publics féminins, on voit bien, hein, il y a 50% de jeunes filles en maths au lycée. Pourquoi on ne les retrouve pas dans les sections numériques et ingénieurs par la suite? Donc inspirer aussi les filles et les femmes à aller vers ces métiers-là. Et pas que des métiers autour du digital, du marketing, mais bien aussi des métiers bien tech, data, développement, infra, cyber, IA, hein, pour pas qu'on se retrouve avec des biais comme on est en train de les voir en ce moment, avec ce manque de mixité, de diversité. Voilà. Et donc, c'était quoi la question? Eh bien, je ne sais plus. Moi, j'ai une question. C'était innovation dans la formation. Oui, c'était ça, comment Yannick, une prospective, en effet, mais tu as très bien répondu, Cyril. Du coup, est-ce que des femmes veulent devenir développeuses dans la salle, peut-être? Non, je ne crois pas. Mince. Est-ce qu'il y a des questions? On a 1 ou 2 minutes. Vous pouvez occuper ce temps avec plaisir. Non, personne? Ok, bah écoutez... La première question qui est dure à poser. Comment? Oui, c'est vrai, c'est toujours la première. Vu qu'il n'y en aura qu'une en plus, ça risque d'être assez limitant. Bon, bah, écoutez, non, moi j'ai une question, ouais. Mais pour 301, c'est quoi la suite 301? Parce que là, vous êtes passé de, je sais pas, 30, 40 par an à 143 aujourd'hui. C'est quoi la suite? Parce que c'est un projet super innovant. En termes de formation en France, quand même, il y a peu de projets comme ça, quoi. C'est vrai qu'on a intégré 750 mètres carrés en juin dernier, qui sont déjà pleins. Donc on est ravis de pouvoir former autant d'apprenants et autant de poursuites d'études que de reconversion d'ailleurs, parce qu'on est sur des profils qui sont très variés. Demain, on va dupliquer 301 dans plein de villes en France, et je pense qu'on va spécialiser des campus. Alors là, j'en parlerai avec Olivier plus précisément, mais je pense qu'on spécialisera des campus par ville, puisqu'aujourd'hui on a des agences. On a l'agence Tribu qui est spécialisée en community management à Lille, donc peut-être qu'on créera un 301 spécifique aux réseaux sociaux à Lille. À Tours, on a Avancy, donc je pense qu'on créera peut-être un 301 spécialisé dans la data. Et le but, effectivement, c'est de pouvoir dupliquer le modèle partout en France, dans l'entreprise, dans MV Group, Klaxoon et Hello Work, pour toujours rester au cœur de l'entreprise avec les valeurs de l'entreprise. Ok, ben merci à tous, merci à vous trois. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi de découverte et d'échange auprès des différents ateliers que vous allez pouvoir, auxquels vous allez pouvoir assister. Merci à vous. Au revoir.